justement, le corollaire de cette question, quels pourraient être, d'après toi, les freins qui pourraient rester à travailler pour convaincre ceux qui ne seraient pas intéressés par ces questions? Alors, ceux qui ne seraient pas intéressés par l'impact sociétal de Par leur exemple, action oui. ou de leur entreprise. Oui. Alors, on parle beaucoup d'impact sociétal positif, des entreprises à impact positif. Ce qui me paraît important de dire, c'est que les entreprises, d'abord, elles n'ont pas toujours été attendues sur ce champ-là. Longtemps, on a pensé que les entreprises, c'était des espèces de boîtes noires dont on savait qu'il y avait des gens qui rentraient à l'intérieur, il y avait des produits primaires qui rentraient à l'intérieur, ensuite il se passait des choses dedans, ça c'était ce qu'on appelait la firme même dans le monde académique, l'entreprise, et puis ensuite en ressortaient des produits, des services qui étaient à destination de la société. Comme cette boîte noire, comme si elle fonctionnait toute seule en autarcie. Donc il y a sans doute encore des profils, j'en vois peu à la poste, j'en vois encore moins dans les collectifs entre pairs que je croise dans mes recherches, des responsables RH, des responsables commerciaux, des dirigeants d'entreprise qui se regroupent sur leur temps personnel pour échanger sur des thématiques particulières, qui sur l'intégration des jeunes des quartiers politiques de la ville, qui sur la mixité des métiers ou l'accessibilité des femmes à des responsabilités de dirigeantes ou à des métiers scientifiques ou techniques. Tu vois, c'est ce genre de thématiques. Évidemment, ces gens-là qui se regroupent sont déjà convaincus. Par contre, tu peux avoir des gens qui considèrent que quand tu rentres dans l'entreprise, tu enlèves ta casquette de maman de 3 enfants pour ce qui me concerne, de militante associative de lutte contre les discriminations pour ce qui me concerne ou autre chose. C'est de moins en moins le cas. Ce que moi je perçois, c'est que ce cloisonnement qui peut exister, cette barrière de l'entreprise, elle est en train d'exploser pour plein de raisons. D'abord parce que les jeunes générations et même les plus anciennes générations comme toi ou moi, si tu permets, ont envie d'être des personnes à part entière. On est des professionnels, on est aussi des parents quand c'est le cas. On est des gens qui aiment faire du sport pour certains ou faire une thèse pour d'autres. Voilà, chacun ses champs et tout ça enrichit le professionnel que nous sommes, RH ou RSE en ce qui me concerne par exemple, et enrichit également la société du professionnalisme qu'on a acquis dans l'entreprise. Et donc, ce cloisonnement, je pense qu'il est de moins en moins attendu par les collaborateurs des entreprises qui sont tout autant des citoyens que des professionnels aujourd'hui. Et de fait, ils obligent les entreprises à réfléchir un petit peu au-delà de leurs frontières. Mais de la même manière, et le champ académique, les recherches des enseignants-chercheurs le prouvent, la société est aussi plus en attente d'un rôle réel des entreprises en tant qu'acteur d'un territoire en tant que tel. Une entreprise n'est pas installée sur un territoire par hasard. Il y a des liens qui instaurent une porosité de fonctionnement avec ce territoire. Quand tu as été RH pendant longtemps, certes, tu accompagnes les orientations professionnelles de tes collaborateurs, leur montée en compétences et en employabilité sur la formation pour qu'ils soient le plus efficients possible sur les missions qu'ils ont envie de faire. Et là-dedans, il y a déjà envie de faire. Donc, c'est la personne qu'ils sont que tu dois positionner le mieux possible pour qu'ils soient le plus utile possible à l'entreprise. Mais au-delà, tu vas évidemment travailler avec les acteurs du territoire pour des questions de recrutement, pour des questions prenons par exemple la charte entreprise et quartier qui, avec la loi Pacte de 2019, la même qui a créé d'ailleurs les entreprises à mission et la possibilité de rentrer dans cette nouvelle étiquette d'entreprise comme ayant une valeur et une légitimité sur un territoire dans la société. Eh bien, cette charte entreprise et quartier qui s'appelle maintenant La France s'engage, les entreprises s'engagent pour l'inclusion, elle permet d'établir des liens avec les missions locales, les pôles emploi, les CAP emploi, pour aller expliquer les métiers sur lesquels on a besoin de potentiel, le fait qu'on pourra former les personnes qui vont arriver et expliquer ces métiers à des gens qui, hier, n'étaient pas forcément pris en compte. En tout cas, on ne prenait pas le temps d'aller les voir alors qu'ils ont toute leur place chez nous. Des jeunes des quartiers politiques de la ville, des personnes qui ont des difficultés de mobilité en zone de revitalisation rurale, des femmes qui apporteraient énormément aux questions d'intelligence artificielle, si je peux me permettre. Voilà, des profils atypiques qui vont enrichir les entreprises, tout autant que la qualification de ces personnes dans les entreprises vont enrichir la société de qui ils deviennent avec ces compétences professionnelles.
Tout à fait. On constate et on partage en fait, cette vision de cette notion de silo qui est en train de disparaître au fur et à mesure, ces périmètres qui s'effacent pour laisser la place à d'autres espaces d'échange. Effectivement, c'est dynamique et ce qui a été aussi la vocation et les fondamentaux qui nous ont fait créer cette émission et ce qui nous donne le plaisir de te recevoir, sont des choses que nous constatons. Bien évidemment, au-delà du constat, et tu es cheville ouvrière de ces changements, il y a des actions. Et justement, dans ce registre, si tu avais, parce que nous ne voulons pas nous éloigner du concret, si tu avais un exemple d'action à partager avec nous tous, quelle action choisirais-tu de partager avec nous? Alors, je vais partager, si tu veux bien, deux actions, parce qu'entre les deux, il y a eu le Covid. Et du coup, je trouve, alors le Covid ne change pas tout, mais il accélère quand même certaines transitions et j'espère qu'il va permettre certaines prises de conscience. Et que peut-être, c'est ça qu'il est intéressant de voir en termes d'ajustement. Dans des actions d'un premier ordre par le passé, c'était le fait que il y a des structures sur les territoires. Moi, je suis une girondine convaincue. Je pense vraiment que les initiatives les plus intéressantes, souvent, elles émanent du terrain et elles émanent d'un besoin spécifique qui ensuite peut être généralisé quand il est conceptualisé, réfléchi. Mais souvent sur les territoires, on voyait à côté d'entreprises dans lesquelles certains professionnels d'entre nous travaillaient, faisaient des actions extrêmement intéressantes, mais ils consacraient déjà une partie importante de leur temps personnel sur des collectifs de partage d'expériences inter-entreprises. Ici, en Occitanie, tu as des collectifs de partage d'expériences inter-entreprises sur des questions spécifiques RH. Par exemple, l'Association nationale des DRH a 2 antennes, une sur Toulouse, une sur Montpellier, qui sont extrêmement actives et qui permettent plein d'échanges sur ces thématiques de qualité de vie au travail, sur du partage des accords sur l'égalité homme-femme. La Poste, on pourra y revenir, est une des premières entreprises, je pense, qui a fait un accord à destination des aidants. Et donc, on avait beaucoup partagé avec les collègues ici en Occitanie sur cette thématique-là qui les intéressait, qui leur a permis, parce qu'on avait essuyé les plâtres et que ça correspondait à quelque chose d'attendu, ils ont pu aller encore plus loin. Donc, il y avait des moments de partage d'expérience. J'ai parlé de la NDRH sur la question de la lutte contre les discriminations. La Fondation Agir contre l'exclusion, il y a 6 clubs ici en Occitanie. Il y avait plein d'initiatives. L'EGALI, Égalité femmes-hommes inter-entreprises, initiée par la déléguée aux droits des femmes il y a quelques années. Voilà, plein d'actions. Et ces personnes-là, des professionnels de l'entreprise, prenaient du temps pour partager et elles trouvaient que ça apportait une richesse dans leur activité professionnelle, tout autant que le fait de faire connaître leurs bonnes pratiques apportait une richesse peut-être aux autres acteurs qu'elles rencontraient sur un pied d'égalité, sans jugement de valeur, dans de la bienveillance et vraiment dans du partage. Le Covid est arrivé, une espèce de sidération et de stupéfaction pour tout le monde, une accélération du digital, une rupture des relations physiques au sens figuré et au sens propre. Et aujourd'hui, ce que je vois apparaître qui peut-être n'aurait pas été mûr par le passé, c'est par exemple un projet comme celui que je porte actuellement pour FACE Occitanie au titre de la Poste, parce que FACE Occitanie, c'est un club d'entreprises qui partage des bonnes pratiques sur tout ce qui est lutte contre les discriminations et pour l'insertion de tous les publics. Et là, on est en train de réfléchir sur un projet sur les questions d'inclusion numérique. Concrètement, FACE Occitanie, les entreprises de FACE Occitanie, dont la Poste, parce qu'on est très engagé sur ces questions d'un numérique inclusif, frugal et responsable, on va dire, sur la question des data, du tiers de confiance numérique, etc. On a mis autour de la table des acteurs, au-delà des silos dont tu parlais tout à l'heure, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, des opérateurs de services publics, des entreprises évidemment, mais aussi des acteurs de l'ESS, des acteurs représentant les collectivités territoriales ou les services déconcentrés de l'État partout sur tous les territoires, et des acteurs spécialistes de certains publics les plus éloignés du numérique, par exemple les seniors, mais par exemple aussi les jeunes, les missions locales par exemple, parce qu'on ne pense pas toujours, comme ils sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, qu'ils n'utilisent pas forcément efficacement, en tout cas les outils de recherche d'emploi, pour leur insertion professionnelle perso.
et des acteurs sur les questions de la ruralité, par exemple. En fait, comment on peut mettre autour de la table des acteurs, partager des valeurs, partager des modes de fonctionnement et créer un projet. C'est ce projet qui s'appelle Occitan Line pour Laboratoire de l'inclusion numérique ensemble en Occitanie. Et donc, travailler à coordonner en fait les écosystèmes du numérique à partir des bénéficiaires les plus éloignés de l'emploi. En fait, quand tu fais ça, c'est pas la Poste qui le fait, c'est pas telle ou telle collectivité territoriale, c'est pas tel opérateur de service public, c'est pas une politique publique qui arrive du national, c'est les acteurs de territoire qui sortent de leurs frontières de confort, j'allais dire, qui amènent leur expertise, qui amènent qui ils sont dans la discussion globale et qui parlent une voix pour déterminer quelque chose qui soit utile à tous pour le bien commun. Et ça, je ne l'avais pas encore vu à cette échelle-là avant le Covid. Il y avait des échanges de bonnes pratiques, mais il n'y avait pas forcément jusqu'à cette force d'innovation sociale collective pour un territoire sur des questions de responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises, elles sont plus légitimes à y aller pour tout un tas de raisons, parce qu'elles sont un des acteurs du territoire et elles sont aujourd'hui vues comme telles. Tant mieux, de mon point de vue, parce que les professionnels d'entreprise ont aussi plein de choses à apporter dans ce type de réflexion. On pourrait presque dire stratégique pour un territoire, d'attractivité de territoire, presque politique au sens police de Platon, la vie de la cité, pas politicien, hein, c'est pas du tout l'objet, justement. Voilà des exemples très concrets et très intéressants de par l'impact, et tu viens de les citer, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau du citoyen, avec cette notion forte d'inter-échange. Alors, on parle des actions qui réussissent, et tu viens d'en citer deux, parce qu'on apprend beaucoup de nos erreurs, le philosophe aussi le dit. Si tu avais humblement à partager avec nous une expérience qui, d'après toi, n'a pas fonctionné, de quoi nous parlerais-tu? Alors, j'imagine qu'il y en a tout un tas, mais toutes ont un point commun, à mon avis, et c'est dans l'idéal pour moi est l'ennemi du bien. C'est-à-dire parfois, je vais sortir du contexte postal ou même militant. Vu de Paris, certaines choses peuvent être élaborées de manière idéale. Et très objectivement, sur le papier, elles le sont. Et peut-être qu'un jour, on en sera là. Mais moi, j'y crois assez peu parce que quand on est dans de l'information descendante, si pertinente, si efficace, si idéale soit-elle, on travaille après sur de l'appropriation par l'ensemble des acteurs et ils n'ont pas été partie prenante, ils n'ont pas été force de proposition. Moi, je crois davantage à une vision un peu plus girondine des choses. On ne se refait pas, hein, 50 ans. Écoute, en tout cas, c'est mon expérience. Voilà. Cette vision girondine, elle consiste plutôt à ne pas viser l'idéal tout de suite, mais à viser l'amélioration continue. Quand à plusieurs professionnels d'entreprises très différentes, de TPE, de PME, de grands groupes, sur tel ou tel domaine d'activité, mais sur un même bassin de vie, on se met autour de la table, et je vais citer une structure qui est lyonnaise, qui n'est pas en Occitanie, mais qui, moi, avait été un peu un déclic, qui est une association qui s'appelle 10 pour 10. Cette association, elle avait été fondée par des responsables d'entreprises qui pilotaient des groupes de sport, des associations sportives, et qui se sont fait la remarque que les jeunes qui étaient dans leur club n'avaient pas forcément de diplôme, n'avaient pas forcément de compétences à écrire sur un CV, mais quand on les voyait entraîner une équipe, coacher des personnes qui avaient des coups de mou ou qui, à l'inverse, avaient un ego un peu surdimensionné et qui, à la fin, obtenaient des résultats qui étaient juste fabuleux, eh bien, ces compétences-là, il s'agissait de trouver comment les transcrire à leur bénéfice pour les aider à s'insérer dans le monde professionnel parce que ce sont des compétences qui sont utiles aux entreprises. Alors, ce n'est pas des capacités reconnues par un diplôme, c'est ce qu'on appellerait des soft skills, mais encore au-delà, c'est un potentiel en devenir qu'ils ont déjà exercé dans une situation qui a été une situation sportive. Ce que je veux dire, c'est au niveau local, moi, ce que j'ai vu échouer le plus souvent, c'est des choses tellement jolies qu'elles n'arrivaient pas à être intégrées, appropriées par les acteurs.
des choses un tout petit peu moins abouties, mais palier par palier. Moi, j'appelle ça cranter, c'est-à-dire on avance d'un cran, on avance de 2 crans. S'il faut qu'on recule un peu parce que la maturité n'y est pas encore, eh bien on recule, mais seulement d'une strate. Et on continue, l'amélioration continue, l'ajustement collectif, j'y crois bien davantage. Donc, j'ai vu des choses fabuleuses émerger des territoires. Par exemple, à la Poste, nous avons aujourd'hui un service de proximité qui est extrêmement développé, qui s'appelle Veiller sur mes parents, qui émane du terrain et qui vise à ce que le facteur tiers de confiance se rende au domicile de parents isolés au bénéfice des enfants pour leur donner de l'information parce qu'eux sont installés partout sur le territoire. Il y a tout un tas de services de proximité, de portage de repas, il y a Chronofresh, toutes les thématiques aussi de logistique de proximité dans les métropoles pour le dernier kilomètre propre, et y compris dans la ruralité. Tous ces services-là à la Poste qui ont changé, non pas les valeurs et non pas l'identité de la Poste, c'est toujours relier les gens entre eux, mais en tout cas qui ont changé les métiers. Eh bien, c'est une telle fierté parce que ça a été construit petit à petit que les équipes, les personnes, les postiers s'y retrouvent. On les accompagne évidemment, mais c'est un métier qu'ils ont envie de faire. C'est plutôt la notion de l'engagement. Et l'engagement, il vient par la participation, en fait, de chacun, je trouve, aux évolutions et aux projets. Donc, cette vision girondine est plutôt, je trouve, la manière d'avancer collectivement dans l'entreprise et aussi à l'extérieur de l'entreprise. Dans ces collectifs qui sont interentreprises sur des questions de RSE, qui sont donc le sujet de la thèse sur laquelle je travaille à mon temps perdu, eh bien, on voit qu'il y a des leviers, qu'il y a des obstacles et que dans les leviers, il y a vraiment la diversité des profils autour de la table, sous l'angle des compétences professionnelles, sous l'angle des personnalités, des expériences. Par contre, il y a un horizon commun qui est de dire est-ce que c'est utile au bassin de vie dans lequel je suis moi et comment je peux me rendre utile à ma petite échelle. Et puis, petit à petit, ça fait, je l'ai vécu, des grands ruisseaux.